Voilà, maintenant on va continuer avec la présentation suivante avec Madame à ma droite, Rose Mutuku, qui m'a donné une carte de visite très colorée et elle est la directrice de Smart Logistics Solutions, un groupe qui travaille avec les femmes et les groupes kényans et nous nous réjouissons de de vous entendre, Rose. Voilà, je m'appelle Rose Mutuku, je suis du Kenya et je suis entrepreneur et j'ai eu tellement de réunions auxquelles j'ai participé, mais mon entreprise s'appelle Smart Logistics Solutions Limited. Je suis la fondatrice et la directrice opérationnelle de cette entreprise. Quand je parle de logistique, j'ai parlé de logistique intelligente en 2009. Pourquoi est-ce qu'on s'est appelé de Smart Logistics, logistique intelligente? Quand j'ai commencé cette entreprise, j'étais dans une situation très difficile parce que j'étais l'héroïne d'un village. Il y a beaucoup de héros internationaux, mais moi j'étais la première personne à rompre la barrière de l'enseignement et j'étais la seule à être allée à l'université. Tout le monde me regardait en se disant qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui permettrait à toutes les femmes d'être entrepreneuses, aux jeunes. Et maintenant j'ai un autre problème. Je trouve que tout le monde devait travailler dans mon entreprise, dans le village, et j'ai ce défi d'essayer de m'assurer que on fasse les choses de manière meilleure dans le village pour qu'ils soient aussi entrepreneurs comme moi. Donc c'est pas difficile parce que le Kenya c'est un pays des impossibles et on le prouve tous les jours. Et je vais fracasser cette barrière. Maintenant on fournit des solutions alimentaires pour le pays. Quand on a commencé l'entreprise, on était juste des assembleurs et des grossistes. Et donc, j'ai exporté vers l'Inde. Et quand 2015 est arrivé, je pense que le Kenya a été frappé par des droits d'accise pour une entreprise qui était mon acheteur. C'était les brasseries. Et j'ai été frappé par les taxes et les droits d'accise avec les agriculteurs. Et ceux qui connaissent la chaîne de valeur, parce que j'étais une entrepreneuse qui travaillait sur la chaîne de valeur. Et je me suis dit, si on n'a pas d'ajout de valeur, on ne peut pas prétendre avoir un contrôle sur le marché. C'est comme ça qu'on a commencé à investir dans la transformation des aliments. Et maintenant, on fabrique des produits nutritifs et pratiques basés sur les haricots. Pourquoi les haricots? Parce qu'on s'est rendu compte que tous les agriculteurs mangent des haricots et les haricots, c'est un produit très accepté. Mais combien de temps il faut pour le cuire? On le sait, ça prend moins d'une heure entre la préparation, la cuisson. Ça prend peut-être plus que 3 heures pour présenter une assiette de haricots sur la table. Qu'est-ce que ça consomme? Beaucoup de combustible en bois. Pour l'Afrique, vous ne pouvez pas cuire des haricots sans avoir du bois. Même il faut avoir du charbon ou ce que vous voulez. Mais imaginez le nombre d'arbres que cela consomme. Ça prend aussi beaucoup d'eau parce que 1 kilo de haricots, ça utilise 5 à 6 litres d'eau juste pour mettre 1 kilo de haricots sur la table. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire cela? Quand on travaillait avec les agricultrices dans mon village en particulier, nous achetions les haricots que les agricultrices produisaient et on les vendait sur le marché. Ensuite, les agricultrices ne pouvaient plus se payer les haricots. Elles ne pouvaient plus avoir des aliments décents pour leurs enfants. Et j'ai eu honte de ça. Je me sentais coupable parce que comme j'étais une héroïne, tout le monde me disait « Ah, vous avez acheté des haricots. Est-ce que vous pouvez nous en redonner quelques-uns ?» Et en tant qu'entrepreneuse, ce n'était pas durable, ce n'était pas pérenne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les semences, les choses que les agriculteurs produisaient pour transformer ça en un aliment plus
nourrissant sous une forme plus appropriée pour le marché. Et comme on l'a vu, on n'a jamais ajouté de valeur d'une manière qui soit acceptable pour les personnes à faible revenu et les agriculteurs. La plupart du temps, c'est sous la forme de boîtes de conserve, ça a une valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, on récolte les haricots et on transforme ça. Et je reviendrai à notre business model ensuite, mais on prend des haricots pour qu'ils soient faciles à cuisiner et ça se cuisine en 10 minutes, même sans combustible en bois. Et les femmes n'ont pas beaucoup de problèmes à gérer les haricots. On les stocke de manière normale, on les mange de manière normale. La seule chose, c'est qu'on les réhydrate en 10 à 15 minutes dans un verre d'eau chaude et vous avez votre aliment qui est prêt. Donc, avec les haricots, nous avons fait d'autres produits. On a des haricots pré-cuits sous forme de poudre. Si vous mélangez avec de l'eau, ça devient une soupe, une sauce ou n'importe quoi. Vous pouvez faire des mâchettes où vous avez un aliment plus nourrissant. Et c'est un catalyseur. Et c'est aussi quelque chose qui est sur la table pour les femmes. Nous savons qu'en Afrique, quand il y a une famine, on peut faire frire des tomates pour faire une sauce pour les enfants. Mais si on ajoute une cuillerée de nos haricots, vous avez quelque chose de plus nourrissant. Et donc, on veut combiner la nutrition et la facilité. Et les produits sont abordables parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On les achète aux agriculteurs et on le présente sous une forme plus facile à utiliser. Et le canal de distribution intègre les agriculteurs. Qu'est-ce qu'on fait? On a développé des centres d'agrégation sur le terrain, mais quand il n'y a pas les produits, les centres de regroupement sont vides et les agriculteurs n'ont rien fait, n'ont rien à faire. Et c'est les zones, les mois secs. Parfois, ça dure 6 mois, 8 mois et les agriculteurs n'ont rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les femmes dans le système dans lequel on travaille pour distribuer les aliments entre elles et aussi à d'autres voisins et dans d'autres zones. Ça signifie qu'elles gagnent de l'argent pendant cette période. Nous avons également d'autres produits plus modernes. Ce sont les nouilles. Nous avons vu que les nouilles deviennent quelque chose d'à la mode. Ou quelque chose qui est très à la mode parmi les jeunes et la classe qui travaille. Quelles sont la population active? Mais qu'est-ce que c'est les nouilles? C'est du blé. Qu'est-ce que nous, on a fait? On a pris la poudre de haricots avec laquelle on travaille, on a ajouté ça au blé et maintenant, on a un produit plus nourrissant sur le marché. Et qu'est-ce qu'on présente sur la table? On sait que les hommes n'aiment pas les nouilles en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce qui est dans l'estomac est aussi sur la table. C'est comme un long serpent et ils n'aiment pas ce sentiment. Donc les nouilles qu'on met sur la table peuvent être mastiquées et sont très bonnes. Et pour d'autres personnes, on a Takeroma Snack. On mélange du millet et des haricots pré-cuits. Et on utilise aussi de la poudre de mangue et du miel pour sucrer. Et on a une barre de chocolat très nourrissante. On n'a pas de chocolat dans notre pays. Et on utilise la couleur des haricots qui donne la couleur du chocolat. Et on présente un snack très nourrissant et très équilibré. Donc quand on fait ça, pour faire ça, on travaille en partenariat avec différentes personnes, avec des petits agriculteurs, c'est essentiel parce qu'ils n'ont pas de grandes fermes et ils peuvent nous donner les produits dont on a besoin. Bien sûr, on les forme. C'est un investissement très élevé, mais on doit le faire. Et nous regroupons les semences et nous formons les agriculteurs pour gérer cela. Nous avons été soutenus par l'UE pour avoir des centres de regroupement et je suis très heureuse de cela. Et nous ajoutons de la valeur à cela et distribuons
distribuons tout cela. Ce n'est pas dans les grands supermarchés, mais dans les petits magasins dans les villages et aussi dans les zones à faible revenu du pays. Nous travaillons en partenariat aussi avec Calro, le Centre de recherche national, pour augmenter les variétés. Toutes les variétés ne sont pas nourrissantes. On travaille avec des variétés nouvelles, Iota et autres, qui ont du fer et du zinc. Et ça veut dire qu'on donne des micronutriments dans les produits. Et dans le pays, cela fonctionne très bien parce que nous savons, en particulier ceux qui vont dans des écoles en internat et qui mangeaient tout le temps des haricots et qui juraient après ne plus toucher à des haricots. Avec cette manière moderne d'ajouter des haricots à nos aliments, nous pouvons atteindre plus de personnes et c'est un produit plus acceptable. Voilà, ce sont les succès dont on va parler. Mais quand on parle de cela, il y a des défis. En tant qu'entrepreneuse, tout le monde dit vous devez avoir un business plan, un plan stratégique. Et je vous dis, si c'était faisable, plus de personnes seraient entrepreneurs. Vous pouvez faire tous les business plans, les plans stratégiques, mais croyez-moi, mes amis, c'est comme nager au milieu des crocodiles. Vous ne pouvez pas avoir un plan pour manœuvrer les crocodiles dans la rivière. Donc on ne peut pas, on doit faire évoluer nos plans, me dire qu'on évolue. Parfois, on est dans le tunnel, parfois on sort du tunnel et un crocodile vous pousse de l'autre côté. Si vous allez vers le nord, vous revenez vers le sud en nageant. Et il n'y a pas de règle absolue. Et donc, en tant que PME, nous travaillons vraiment dans une situation où nous avons besoin de beaucoup de soutien. En tant que PME, je ne peux pas prétendre que je suis une experte financière, experte marketing, etc. Je ne suis pas. Et comment est-ce qu'on peut avoir ces experts à notre côté? Vous ne pouvez pas vous les payer. Quelqu'un vous dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète mes matières premières ou est-ce que je paye ce consultant? Donc, vous décidez de devenir une experte marketing avec les moyens du bord. Et il y a beaucoup de défis auxquels les PME font face, à la fois local, des défis locaux dans l'organisation et au niveau régional. Au niveau régional, quand on essaie d'entrer sur le marché régional, nous trouvons que nous avons différentes politiques dans différents pays et vous devez manœuvrer dans une autre eau que vous n'avez pas prévue. Quand vous avez un produit, par exemple, qui est approuvé par la normalisation, l'organisation de normalisation dans votre pays, vous allez dans un autre pays et vous devez recommencer pour prouver que ce produit peut être vendu de ce pays. Et nous avons également... Nous n'avons pas des budgets pour le marketing et la promotion. Et ça devient un gros problème. Quand vous allez dans la transformation, j'ai un excellent témoignage parce que j'essaie de toucher une machine dans mon organisation parce qu'ils m'ont dit voilà, on doit être tout et ça m'a cassé ma main droite en petits bouts. Elle est pleine de... Maintenant, elle a l'air bien, mais elle est pleine de plaques. Donc, on a besoin de compétences techniques. On doit être soutenu pour savoir comment faire tout cela. Donc, la sécurité est devenue un point essentiel. Même si je veux exporter en Europe, je n'ai pas le cochage, je ne connais pas les normes ISO, etc. Et tout cela coûte de l'argent et des compétences techniques. Et on ne peut pas se permettre tout cela, même si on veut travailler dans cette direction en tant que PME. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Même si on a tous les succès qu'on présente, et parfois ça a l'air magnifique, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de domaines où on doit être soutenu. Les banquiers, par exemple, on en parlait parfois, on a ce modèle qui dit, voilà, on va donner l'argent du dernier kilomètre pour les PME et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ces entreprises cherchent à d'autres manières de faire de l'argent. Donc, on doit avoir une discussion autour de la table avec les PME pour comprendre nos besoins et comment on peut tout intégrer. La recherche et le développement sont essentiels, mais on ne peut même pas se payer cela. Parfois, je ne peux pas prendre mes produits
pour vérifier la teneur nutritionnelle. Il y a très peu de laboratoires et dans le même temps, ils ne sont pas abordables. Donc, tous ces coûts liés à la production des PME. Mais malgré tout, nous sommes toujours debout, nous allons de l'avant, nous avons du succès et l'intégration régionale va constituer un marché pour nous et la mondialisation et l'interdépendance qu'on a en Afrique et dans le reste de la région est quelque chose qui pourra nous soutenir. Et nous parlons d'un partenariat dans ce cadre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rose. Et vous n'êtes pas une héroïne de village, vous êtes une héroïne mondiale pour moi.